Voilà, de retour sur le plateau avec un sujet qui va également passionner beaucoup dans l'auditoire, puisqu'on parle souvent du travail, de la charge mentale dans le travail, et que c'est une cause, on l'a vu tout à l'heure, qui était évoquée dans le sondage. Et pour partager cela avec vous, j'ai le plaisir d'accueillir à la tribune Danielle Linhart. Vous êtes sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS. Avec nous également Anne-Claire Giraud-Pouget. Vous êtes DRH Europe Chanel. Donc vous êtes vraiment sur le terrain. Et puis Manon Lenain, vous êtes neuropsychologue à l'Institut Pasteur de Lille. Alors, peut-être une première question, Manon Lenain, sur l'aspect neuropsychologique. Est-ce qu'en fin de compte, on peut dissocier comme ça les charges mentales ? Est-ce qu'on peut considérer que certains ont une charge mentale purement dans la famille, d'autres purement au travail, d'autres en fait dans des conflits familiaux ? Est-ce qu'en fin de compte, il y a une globalité et est-ce que tout ça communique ? Alors oui, effectivement, tout ça communique. La charge mentale, c'est un concept qui est assez large et même parfois un peu flou. La charge mentale, c'est quelque chose qui va être global. On a tendance à la relier, notamment dans un contexte professionnel, à la charge de travail et aux compétences du collaborateur, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu plus global. On a tendance à occulter tout ce qui va être lié finalement aux facteurs aussi individuels et environnementaux, liés à l'environnement de travail, aux conditions de travail, mais aussi tous les facteurs individuels comme la charge familiale qui va jouer justement sur cette charge mentale. On pense que la charge mentale, c'est effectivement un rapport entre compétences et finalement tout ce qui va être attrait à la mission de travail. Alors qu'en fait, on sait très bien que la charge mentale, du coup, c'est beaucoup plus large. C'est aussi lié finalement pas au fait de faire, mais au simple fait aussi de penser. Et du coup, c'est aussi ça qu'il va falloir prendre en compte. Et il y a des populations, enfin des personnes en tout cas, qui peuvent être aussi plus à risque, et notamment les aidants familiaux. Est-ce qu'on rencontre très souvent cette notion de charge mentale ? Est-ce que c'est devenu un terme que les salariés emploient ? Est-ce que c'est quelque chose dans l'entreprise qui est concret ? Ou en fin de compte, c'est plus une notion de mal-être? Ou est-ce qu'on vous oppose le fait de dire, ah non, on dit peut-être pas de charge mentale, mais tel que ça a été défini à l'instant par Manon? Alors, on le rencontre absolument. Est-ce que les employés eux-mêmes vont vous parler de charge mentale ? Pas forcément. Ils vont pas forcément le conscientiser, déjà, premier point. Deuxième point, ils vont pas forcément le nommer. Et s'ils ne le nomment pas ou qu'ils n'en parlent pas, nous, on peut aussi l'observer. C'est-à-dire qu'il y a quand même, en tant que DRH ou avec les dirigeants, on essaye de leur donner des outils, ce qu'on appelle des outils de diagnostic, pas des outils de diagnostic cliniques ou médicaux, mais des outils de diagnostic collectifs, individuels, qui nous permettent d'appréhender ce qu'on appelle la souffrance au travail ou tout simplement le mal-être, la fatigue nerveuse, la tension, les conflits. Tout ça peut être vraiment source de stress. Donc ça, on essaye de le qualifier et on a des outils pour ça et pour aider à comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur le terrain, vous avez, c'est quoi? C'est des questionnaires, c'est des entretiens, quels sont les outils concrets? Alors on a beaucoup d'outils concrets. D'abord, la première chose pour moi qui est fondamentale, et c'est le message que j'essaye de faire passer à tout le management. On a 30 000 collaborateurs, il y a des entreprises où il y en a 500 000. On a la possibilité, de former les managers. Ça, c'est déjà un outil de transmission, de pédagogisation, sans rentrer dans l'intrusion, et ça, je pense qu'on y reviendra. On a des outils très clairs de diagnostic collectif. Donc, on a des questionnaires absolument qu'on va donner. Par exemple, on a fait un questionnaire tous les 2 ans sur les 30 000 collaborateurs. Donc, ce sont les mêmes questions aux mêmes personnes partout, qu'elles soient en usine, en boutique ou dans les bureaux, parce qu'on n'a pas forcément la même source de stress, on va dire, ou de charge mentale, familiale, effectivement. Et on a aussi ce qu'on appelle des Pulse Survey, donc en français, ce sont des petits sondages rapides qu'on peut faire de façon hebdomadaire ou mensuelle, qui permettent et qui sont anonymes, sur une application, donc sur un écran, malheureusement, ou sur des papiers qui permettent aux équipes ou aux individus de s'exprimer sur 5-6 composantes. Donc la composante de bien-être, je me sens stressé, pas stressé, j'ai envie d'aller travailler, j'ai pas envie, je suis fatigué, je suis pas fatigué. Et on apprend en fait aux managers à lire ces outils-là. Et évidemment, les entretiens individuels avec le management et la médecine du travail et tous les centres d'écoute ou les lignes d'appel qu'on peut mettre en place, soit pour le bien-être, donc santé générale,
soit pour le harcèlement ou la discrimination. Donc on a des lignes confidentielles en lien avec ce qu'on appelle la compliance. Voilà, pour être très clair. Manon Lenain, je reviens vers vous. On a assisté quand même à des petites modifications dans le travail, au sens le présentiel, le distanciel, le télétravail. Le Covid a un peu transformé les choses. Est-ce que ça modifie cette charge mentale ? Alors oui, effectivement, le rapport au travail a changé. Effectivement, ça peut avoir une influence aussi sur la charge mentale. Le télétravail, le fait aussi d'avoir des difficultés à compartimenter aussi ces espaces de vie finalement. On sait que, comme je vous l'ai dit, la charge mentale, c'est aussi le fait de penser et pas forcément faire. Effectivement, quand on est chez soi, si on n'a pas un espace forcément bien délimité, etc., ça peut être aussi une charge supplémentaire. Tout à l'heure, on parlait aussi des aidants familiaux. Pour eux, c'est aussi plus compliqué parce qu'effectivement, nous, on a une consultation au sein de l'Institut Pasteur où on reçoit justement les aidants familiaux et on le voit même dans mes consultations, ils ont leur téléphone à côté en me disant « oui, au cas où je suis appelée, je le garde ». Et en fait, c'est cette charge invisible en fait, qui est toujours présente et qui représente justement ce facteur de risque. Alors, je rebondis bien évidemment sur le terrain. Le télétravail, chez vous, ça existe encore ? Ça existe encore et on essaie de le faire encore plus. Donc on a des accords d'entreprise en France, mais au niveau international, on n'a pas forcément les mêmes manières de fonctionner. On a des accords de télétravail de 2 jours par semaine, par exemple en bureau. On a des accords particuliers pour les personnes qui en ont le plus besoin d'un point de vue thérapeutique. Ça peut aller de la semaine à la maison ou des aménagements horaires évidemment en fonction. Et on a des aménagements, là ce qu'on est en train de mettre en place qui est plus compliqué mais qu'on pousse. Ça s'appelle le flex at retail. Donc en français, c'est la flexibilité au travail dans le monde des boutiques. Ce qui n'est pas simple, parce que ce sont des personnes qui peuvent travailler parfois 7 jours alternés. Donc on essaie de trouver des moyens pour que ces personnes-là puissent avoir de la flexibilité. Soit prendre un mercredi après-midi quand on en a besoin, ou avoir des week-ends, pas travailler, parce que ce sont des personnes qui peuvent travailler le week-end dans tous les pays, ou avoir la possibilité de travailler à la maison un matin quand on manage une équipe en boutique. Et en usine, on essaye aussi de le mettre en place avec des rotations. Donc c'est quelque chose qu'on pousse parce que c'est une demande très forte et ça marche. Après, il faut un peu de coordination. Et pour les aidants, justement, qui est un élément important, pour les aidants familiaux, est-ce que vous avez là aussi une stratégie Oui. On a un accord d'entreprise qui nous permet de donner des jours. On a fait ce qu'on appelle des banques solidaires de donation de jours qui peuvent permettre aux personnes qui en ont besoin d'aller aider un proche familial, enfin toutes les situations qu'on peut connaître. Et on a aussi la possibilité de placer des journées d'aménagement. Il y a aussi parfois des discussions vraiment, j'allais dire, sur mesure, en fonction de la gravité des situations. On accompagne beaucoup les situations individuelles aussi. L'écoute individuelle. Daniel Linhart, on voit qu'on parle beaucoup aujourd'hui de cette charge mentale, on parle beaucoup du travail. Si on se remet un petit peu dans l'historique des dernières années, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, dont on ne parlait pas. Quelle est l'évolution un peu historique, je dirais, et la vision sociologique de l'affaire ? Faire un petit retour historique contextuel. Il n'y a pas si longtemps, enfin il y a une quinzaine, vingtaine d'années, ici même, à la Maison de la Chimie, le PDG de France Télécom, Monsieur Lombard, faisait un discours à tous ses cadres supérieurs pour leur demander de faire partir 22 000 agents par la porte ou par la fenêtre. Alors, il a été condamné pour harcèlement moral institutionnel, puisqu'il s'agissait de demander aux cadres de trouver les moyens de donner envie aux agents de partir. Donc on voit que ça remonte un peu au temps de la modernisation managériale, c'est-à-dire depuis les années 80, et puis dans le secteur public depuis les années 90. Mais effectivement, ce qui a marqué historiquement la condition actuelle de travail, c'est un nouveau modèle qui s'est mis en place sur une base d'individualisation systématique qui a mis en concurrence les salariés les uns avec les autres, puisque les primes sont individualisées, les évaluations, les objectifs sont individualisés, mais qui a aussi mis chacun en concurrence avec lui-même, puisqu'il s'agit de se dépasser en permanence, de viser l'excellence, de prouver qu'on est meilleur que les autres, mais tout ça dans un cadre organisationnel très prescriptif.
C'est-à-dire qu'il faut s'affirmer, être meilleur, être réactif, mais dans un monde où les procédures, les protocoles, les process, les reportings, les méthodologies pensées à distance par des experts est imposée aux professionnels de terrain et les contraint, les étouffe. Donc là, il y a une source aussi de malaise mental extrêmement important parce qu'on voudrait faire du bon travail, on voudrait pouvoir être en cohérence éthique avec soi-même. Or, on est amené, en raison de ces prescriptions, à avoir un type d'activité qui peut être contraire à ses propres valeurs. Est-ce que tout ça ne débouche pas en fin de compte sur un isolement? Parce que vous parlez d'individualisation. Est-ce que c'est ça crée une pas ça la problématique? Ça crée une réelle solitude, un isolement, puisque on est tout seul en concurrence avec les autres, en compétition avec les autres, avec soi-même. On est évidemment tout seul. Qui plus est, dans un contexte de changement systématique permanent. Alors là, c'est aussi une problématique très dure qui met en situation de précarisation subjective et individuelle, parce que tout change tout le temps, ça veut dire qu'on perd ses repères, on ne s'y retrouve plus. Et ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les hôpitaux, mais pas seulement, c'est systématiquement qu'on restructure les services, on change les logiciels, on impose des mobilités systématiques, on recompose les métiers, voilà, tout change tout le temps. Donc les salariés sont déboussolés, mais ils le sont tout seuls face à un monde du travail où eux, professionnels, doivent mettre en œuvre des prescriptions pensées par d'autres. Donc c'est complètement schizophrénique. On va repartir sur le terrain. Votre réaction, Anne-Claire? Ouais, je vous ai écouté, vous avez raison. Enfin, je peux pas dire autrement. Et je suis moi-même maman de 3 enfants. J'ai travaillé à l'international. Et je le dis parce qu'on est dans un monde un peu fou. Alors je parlerai pas de schizophrénie, parce que moi c'est un terme qui me fait toujours un peu peur, mais c'est très paradoxal. On nous demande d'être dans le bien-être avec une course à la performance et à l'optimisation permanente. On nous demande de travailler sur des plannings plus flexibles, d'être à la maison, mais en revanche, on sait que les connexions individuelles sont très importantes, et donc être en physique et au bureau, c'est parfois beaucoup plus efficace, y compris pour la santé mentale, et on voit que tout s'accélère, on est envahi par les outils, la nouvelle technologie, tout se transforme et on doit aller plus vite dans un moment où les jeunes et les moins jeunes ont besoin de temps et de se poser. Donc ce qu'on fait aussi nous, et c'est pas du tout pour parler de la maison Chanel, parce que je sais que toutes les entreprises se retrouvent là-dessus, c'est vraiment d'essayer d'instaurer ce qu'on appelle back to basic, c'est revenir aussi à l'essentiel. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un sujet dont tout le monde parle. Dans une boutique, on revient à la notion de relation avec la cliente, relation avec les équipes. On a supprimé dans un certain nombre de boutiques la notion de commission, en disant on ne fera plus de commission individuelle, on va mettre en avant le travail collaboratif, l'écoute et le partage managérial. Parce qu'on se rend compte, et moi je n'y crois plus du tout, à l'imperméabilité entre le pro et le perso, puisque tous les outils intègrent nos vies partout, et que la to-do list, on l'a dans la tête, matin, midi, soir, y compris la nuit. Donc ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de verbaliser ça et de dire, soyons conscients qu'aujourd'hui, la barrière personnelle pro, elle est moins là. Donc comment on la travaille tous ensemble, qu'on soit, encore une fois, en usine, en boutique ou dans un bureau. Je pense que c'est très important. Je rebondis, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur le problème de l'intrusion dans la vie personnelle, justement. Parce que là, du coup, si vous mélangez tout, où sont les frontières et où est le respect de l'individu? Alors ça, on a beaucoup travaillé ça, notamment quand j'étais en Angleterre. Je crois que là-dessus, tout le management censé est aligné. On a une responsabilité hyper forte, vraiment, et j'en suis convaincue, de mettre en place le cadre. Donc on met le cadre, on met des espaces de travail où, si on parle d'espaces de travail où on peut avoir un peu de flexibilité, on met en place des processus, des lignes d'écoute, des interventions de spécialistes, des formations pour donner la chance aux collaborateurs qui le veulent de s'intéresser à ces sujets et éventuellement de se soigner si c'est le cas. Là, on ne veut pas aller dans l'intrusion. Moi, je fais aussi attention à ça parce que je ne veux pas que ça devienne une excuse pour ne pas agir. Donc, l'intrusion, elle n'existera pas si on donne le cadre et la possibilité aux personnes d'aller assister aux conférences, appeler les médecins ou les experts. Là, ce sera bon. Et le dernier point pour moi qui est fondamental, c'est vraiment faire attention à l'expertise. On a mis en place, on a été un peu poussé au UK, en Angleterre, sur une intervention sur les violences faites aux femmes. Et on a essayé de faire un pilote avec des associations totalement expertes. Vous imaginez bien qu'on n'est pas expert de la violence faite aux femmes. Chez Chanel, il y a 85% de femmes.
Et moi, la première réaction que j'ai eue, c'est mais tu n'y penses pas, on va pas aborder le sujet des violences, enfin, c'est pas du tout le quotidien. Et en fait, on est passé par cette association en anonymat avec des experts extrêmement puissants, et on s'est rendu compte qu'une femme sur 3 souffrait d'abus conjugaux et pas forcément que physiques, donc ça pouvait être économique, mental. Et on s'est retrouvé avec une dizaine de cas en boutique qui ont joint les lignes pour travailler dessus. Donc sans intrusion, on a mis en place le cadre, on avait des statistiques qui nous montraient qu'on a pu agir sur certains cas. Alors justement, on rebondit avec vous, Manon. Cette notion en fait de porosité maximale, c'est quelque chose de nouveau, et comment on gère pour l'individu? Cette porosité, c'est un facteur de risque, d'épuisement. Puisqu'on le sait, c'est un facteur de stress et ça peut être aussi limitant finalement dans ses activités professionnelles et dans ses activités personnelles. On sait qu'un des facteurs protecteurs, ça va être le détachement, le fait de repositionner quelques frontières finalement entre sa vie professionnelle et sa sphère personnelle. Donc cette porosité, elle va être hyper importante justement d'essayer de la diminuer. Que ce soit par des activités sociales, on sait que le lien social est hyper important, ça on l'a vu aussi dans d'autres conférences depuis tout à l'heure. Cette porosité, elle va être aussi diminuée par le fait d'avoir des activités, de prendre soin de soi finalement et s'occuper de soi dans des temps aussi hors travail. Est-ce qu'une personne qui est en souffrance mentale, est-ce que dans l'entreprise, elle a plutôt tendance à le cacher, à le masquer, ou est-ce qu'elle va aller en parler et avec qui? Et on va voir en fait sur le terrain comment ça se passe. Là, on est vraiment sur le côté individuel finalement. Une personne qui va mal, je pense que déjà, faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les collaborateurs, les managers aussi à ces signaux faibles aussi de repérage. Je dirais que tout changement de comportement chez un collaborateur va être un indice. Voilà, quelqu'un, même des choses très simples. Quelqu'un qui arrivait toujours 5 minutes en avance, qui arrive toujours 5 minutes en retard. Vous voyez, ces petites choses, en fait, ces signaux faibles vont être un indicateur pour justement ouvrir le dialogue. Je pense que la communication, elle est au cœur aussi du débat, et ça va être hyper important, c'est d'ouvrir le dialogue pour avoir une écoute active envers ce collaborateur. Tenez, Lina, votre avis sur ce sujet? Oui, là, je pensais à Marie Peset. Vous savez, vous connaissez Marie Peset, qui est psychologue du travail et qui a ouvert des services à l'hôpital, souffrance et travail, où on peut aller consulter. Et quand arrive quelqu'un qui dit « je suis harcelé, je fais un burn-out, je vais très mal ». Mettez bien votre micro près de lui. Oui. Et qui dit « personne n'est venu pour m'aider, j'étais tout seul », elle pose toujours la question « étiez-vous le premier ou la première ?» Dit « non, il y en avait d'autres avant moi. Est-ce que vous êtes allé les voir ?» Et à chaque fois, la réponse est la même. Non, les personnes qui sont en souffrance sont tout de suite isolées. Et effectivement, vous posiez la question, il ne faut pas la montrer. Quand on arrive dans l'entreprise, il faut montrer qu'on va bien. On est à la hauteur, on n'est pas en train de couler, parce que ça veut dire qu'on va être mal évalué. Et le problème fondamental, je crois, dans le monde moderne du travail, c'est que ça n'est pas le professionnel qui est évalué, c'est justement la personne. Et vous savez que les recruteurs, ils s'entendent dire par les directions d'entreprise, trouvez-nous la bonne personne, non pas le bon professionnel, mais celui qui est résilient, celui qui est apte au bonheur. Donc il y a une sorte de resserrement, de focalisation sur les dimensions les plus personnelles, les plus intimes, sur les fantasmes, les désirs de chacun, et non pas sur ses compétences, son expérience, sa capacité professionnelle, est-ce qu'il maîtrise bien les règles du métier. Et ça crée une vulnérabilité absolument terrible. Ce que veulent faire les gens, c'est leur travail. Ils ne veulent pas être jugés en tant que monsieur X ou madame Y parce qu'ils sont résilients, parce qu'ils sont flexibles, fluides, etc. Donc là, il y a aussi une erreur, je crois, managériale qui consiste à vouloir mobiliser la personne et non pas le professionnel. Et ça, c'est très important parce que le rôle professionnel, il protège, il défend justement les personnes parce qu'elles sont autre chose. Anne-Claire. Tout à fait. Moi, je dirais effectivement sensibilisation, très important, apporter de l'expertise, apporter des outils pour repérer quand on n'est pas bien.
en prendre conscience. La deuxième chose, c'est évidemment la communication, encourager la communication, et pas que forcément vers la DRH, parce que ça fait toujours peur, vers les managements, c'est aussi s'entraider et y aller. Et troisièmement, je pense qu'on a aussi une responsabilité en entreprise, c'est de travailler justement sur cette perméabilité, cette porosité qui est dangereuse, complètement d'accord. Et je voulais dire, oui, l'organisation du travail. Les grosses sources de stress chez le collaborateur, au-delà de ce que vous avez dit, ce sont des relations de travail ambiguës, où des rôles et responsabilités pas clarifiés, où on fait tous la même chose, où on répète les choses qui ont déjà été faites, on s'épuise. Moi, j'entends le hamster dans la roue. Et ça, je pense qu'on a, avec le monde qui évolue aujourd'hui, les DRH, en tout cas avec les dirigeants, ont vraiment une responsabilité de travailler là-dessus. La clarté des organisations, les rôles et responsabilités, pour qu'on ait tous de l'espace-temps aussi, de libre, voilà, pour s'apaiser un peu. Alors on va terminer sur une question que je trouve assez globale, qu'on peut poser d'ailleurs à l'ensemble de la table ronde. Est-ce que l'environnement du travail peut avoir un impact positif sur la santé mentale ? Manon, on commence par vous. Alors, effectivement, quand on parle d'environnement de travail, il y a les facteurs de risque, mais il y a aussi les facteurs protecteurs. Donc oui, l'environnement de travail peut jouer un rôle positif. Notamment, on sait que, donc on va prendre l'inverse, mais on va prendre des missions claires, bien définies, avec des perspectives aussi de carrière, d'évolution. La clarté et la communication, surtout dans des périodes d'incertitude, il y a toujours des changements dans les entreprises, etc. Et cette zone d'incertitude, elle est hyper anxiogène, parce que tout le monde peut apporter son interprétation, et quand il y a toujours de l'interprétation de toute façon, mais quand il y a de l'interprétation, voilà, ça laisse planer finalement quelque chose qui peut être aussi anxiogène sur le futur, et des questions aussi un peu plus existentielles sur moi, dans ma famille, comment je vais faire, etc. Donc effectivement, par rapport à votre question, il peut y avoir aussi des facteurs protecteurs, et notamment dans un rôle de la hiérarchie du management, de proximité et d'information surtout. La communication, elle va être au cœur finalement du bien-être aussi au travail. C'était la question de Julia, pour être précis. Je pense qu'effectivement, le travail doit être réconfortant et, comme disait Freud, réparateur. Il a une fonction de socialisation qui fait que quand on travaille, on sort de soi-même, on sort de chez soi, on se confronte au monde extérieur, et c'est quelque chose qui doit faire du bien. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, le management ne va pas dans la bonne direction. Et je trouve qu'il faudrait réintroduire la notion de collectif, de coopération, pour éviter que le travail d'une expérience socialisatrice forte devienne une épreuve solitaire, ce qu'il est en train de devenir. Il faudrait aussi maîtriser le changement, parce que ça met en obsolescence les connaissances, les savoirs, l'expérience, ça met à nu les salariés et les agents. Donc il y a véritablement des pistes à suivre qui sont extrêmement importantes pour parvenir à diminuer ce qui pèse sur les uns et les autres, et qui se traduit par des suicides, de la souffrance, du burn-out, et effectivement limiter aussi l'intrusion. Je voudrais juste rappeler qu'Henry Ford, dans les années 20, il faisait de l'intrusion parce qu'il avait mis sur pied un corps d'inspecteurs pour aller vérifier au domicile privé de ses ouvriers s'ils vivaient dans les bonnes conditions d'hygiène et les bonnes conditions alimentaires. Voilà. Donc cette idée d'avoir un mode de vie qui est en conformité avec ce qui est exigé dans le monde du travail, c'est une vieille idée qu'il faut effectivement à laquelle il faut si on penser. applique ça, parce que les questions reviennent, on n'a pas le temps malheureusement de poser des questions. Merci à vous parce que vous posez vraiment beaucoup de questions. Si on applique tout ce que vous venez de dire au personnel soignant. Les personnels soignants sont ceux qui sont le plus maltraités par la bureaucratie qui dénie le métier, et ça c'est quelque chose que vraiment on a pu voir pendant la période du Covid. Quand les soignants étaient en mesure de s'auto-organiser et de mettre à distance l'administration et les règles bureaucratiques, ils ont non seulement énormément été plus performants, mais ils étaient moins fatigués au sens de la pénibilité du terme. Certes, ils étaient fatigués, mais ils n'étaient pas en burn-out, ils n'étaient pas épuisés. Et quand est revenue l'administration avec sa logique dominante, c'est pas étonnant qu'un nombre important de soignants soit parti définitivement. Donc on voit bien que il y a des soignants dans la salle, c'est bien. Que lorsque on laisse les soignants s'auto-organiser
pour les raisons qui sont celles de métier et pour soigner les gens, ça marche mieux. On va terminer quand même avec vous. On reste optimiste quand même sur le plan. Bien sûr, je reste optimiste, évidemment. C'est complexe, mais moi je dis souvent, j'entends, le travail est source de stress, absolument, il ne faut pas le dénier. Mais le travail est aussi une source d'épanouissement. On a de l'impact. Le travail ou les interconnexions sociales, je veux dire, avoir une activité non rémunérée est aussi très épanouissante. On entend beaucoup que le travail peut être réparateur. Les interconnexions sont très importantes dans une vie. Moi, je reviens toujours à la pyramide de Maslow. Et la relation humaine est absolument réparatrice. Après, il faut que ce soit dans un environnement qui soit sain. Et on a des gros enjeux, effectivement. Mais restons optimistes, parce que je crois qu'effectivement, le travail est une des vraies composantes de vie et d'épanouissement. Jean-Michel ? Oui, un petit commentaire. Effectivement, je crois qu'il faut être positif, parce que le travail est un lieu d'épanouissement, si on le veut. Alors, j'avais une petite question que j'avais déjà posée à Daniel Lénard il y a quelques mois, mais c'est vraiment un détail. Cette position des open space qu'on a maintenant, où on doit partager le bureau commun, mais on n'a plus de bureau, à mon avis, est un facteur aussi parfois de perte d'identité. Mais ma remarque générale, elle est plutôt dans une société qui est extrêmement exigeante avec la performance, avec la compétition, ce devoir d'être en bonne santé, ce devoir de réussir, ce devoir d'être forcément toujours en forme, ce devoir de... Je pense qu'il y a quelque chose là qui est quand même assez exigeant pour les gens. Et quand on a une fragilité, un handicap, une difficulté, qu'on n'est pas tout à fait en forme, toutes ces injonctions qui nous viennent de l'extérieur et qui nous disent en permanence d'être à la hauteur, finalement c'est aussi quelque chose qui peut être un facteur de déstabilisation et de mal-être individuel et social. Peut-être votre commentaire, Daniel. Ah oui, je pense effectivement que cette sommation que subit chacun de montrer qu'il est le meilleur, qu'il est constamment à la hauteur, qu'il va se révéler à lui-même en se révélant à sa hiérarchie, d'abord ça dévoile la nature même du travail, qui est de collaborer avec autrui pour satisfaire le besoin d'autrui. Maintenant, il y a une sorte de narcissisation du rapport au travail où on enjoint à chacun de trouver son bonheur personnel, individuel, dans le travail et de satisfaire sa hiérarchie. Mais ce sont véritablement les dimensions les plus mises en avant maintenant. Il faut que tu t'éclates au travail et on va miser sur toi. Sinon tu n'es pas la bonne personne. Et ça, c'est véritablement ne pas prendre au sérieux ce qu'est le travail, c'est-à-dire une sorte de don de soi pour la pérennisation de la société et pour satisfaire les besoins d'autrui. C'est quelque chose de très sérieux, le travail. Or, on voit maintenant comment les jeunes sont traités. On leur propose des salles de visio, de jeux vidéo. Moi, j'ai été visiter le bâtiment de Google. Il y a une grande salle insonorisée avec une douzaine de guitares, une batterie. Allez vous faire de la musique, etc. Oui, mais c'est pas prendre au sérieux ce qu'est le travail. C'est de dire, voilà, on vous crée un environnement joyeux, etc. Donc, vous allez vous sentir bien et vous allez faire ce qu'on va vous dire de faire. On fait ça chez Chanel ? Alors non, on ne fait pas ça. Peut-être c'est a priori pas une solution de ce que vous dites. Je pense que c'est effectivement peut-être un peu déplacé le problème. Donc je ne vais pas commenter ce que fait Google parce que c'est aussi une excellente entreprise par ailleurs. Non, moi ce que je crois aussi, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vrai que les individus ont de plus en plus de pression. On en a parlé et on le vit tous au quotidien. Moi, je dis toujours aux collaborateurs deux choses. Je dis, c'est aussi de votre responsabilité de prendre en main votre bien-être. C'est facile, mais d'aller dire quand ça va pas. C'est aussi votre responsabilité de dire quand vous avez envie de bouger, quand vous avez envie d'évoluer. Comment on peut vous aider ? Ce ne sont pas que les managers, et même si c'est vraiment la tripartite pour moi. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue international, mondial et y compris en France, la réglementation vis-à-vis des entreprises devient de plus en plus dure. Aujourd'hui, on ne peut plus être une entreprise sans être responsable, prendre en compte l'écosystème, prendre en compte les populations vulnérables autour de nous, prendre en compte le bien-être dans l'entreprise. Et tout ça sont quand même des réglementations pas assez efficaces, mais ça vient. Et je pense que aussi l'entreprise a de plus en plus de pression, et c'est très bien. Mesdames, merci beaucoup. Non, on a terminé. Ah non, on a terminé, on rend l'antenne. Merci infiniment, mesdames. On peut vous applaudir, merci beaucoup. Et nous allons aborder la table ronde suivante pour voir un petit peu comment en France on gère ces maladies ou du moins ces souffrances de santé mentale. Et en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'être heureux ? Est-ce qu'on ne peut pas, en fin de compte, se forcer à avoir un peu de bonheur ? On se retrouve dans quelques instants.
Ouais,